Le compte futur Paul Adam. Le compte futur. Il a été tiré, 10 exemplaires sur papier de Hollande à 4 fr 500, vélin blanc à 2 fr Paris. Librairie de l'art indépendante Calbe, Firmin Didot, 13, Stock et Savine, éditeur. 11, rue de la Chaussée d'Antin, 11 893 pour Ernest Kolb. Chapitre I2-3. Philippe pressentit dans les lettres de son oncle le dessein d'unir Philomène au commandant de Châtelot. L'angoisse extrême qui le prit alors au cœur l'étonna d'abord. Sa cousine comptait 5 ans de plus que lui. En outre, elle avait un caractère grave, et elle agréerait certes mal les turbulences du cornet au guide qu'il était. Mais, à l'encontre de ces raisonnements et à mesure que le colonel, par sa correspondance, dissipait l'espoir d'une négation, Philippe apprit à connaître la douleur. L'image de la jeune fille veilla sans pitié sur la torture de son esprit amoureux. Maintenant, le voici sans force, étendu contre les coussins du wagon. Avec hébétude, il suit les maigres allures du commandant attentif aux 100 petits cartons rapportés de la capitale, et qui renferment les cadeaux de Corbeil. Comment ne s'aperçoivent-ils pas de son désespoir, ni cet homme, ni le colonel? Comment ne le virent-ils pas blêmir, lorsqu'ils entrèrent aux messes des guides en brandissant la permission obtenue de son général, pour assister à un mariage dans la famille? Il ne remarque rien, ni l'atroce crispation du sourire par lequel il répond à leurs phrases joyeuses, ni la sueur qui glace ses tempes, le cuir de son bonnet de police. Le colonel commence même à dormir en paix. Aux portières, le paysage déroulé lui précise dans le souvenir les heures de ce même voyage fait naguère avec elle. Son oncle était venu le chercher à l'école militaire après les examens de sortie, et, durant ce voyage, elle lui était apparue ainsi qu'une âme extraordinaire, instruite en toutes les sciences et portant sur le monde des jugements inattendus. Oui, répond le commandant, des jugements inattendus. Elle a tout étudié, n'est-ce pas, recluse dans ce fort où l'attache la situation de son père. Il n'y a plus un mur, chez elle, qui ne soit tapissé de livres. Voici le centre de notre patrie, mon commandant, vous l'a-t-elle appris, ici même, où le sol ferrugineux se révèle par cette pente soudaine surgie devant les bâtisses plates des fabriques, le cœur de notre République du Nord. Voyez, comme il monte, ce sol, vers le pâle firmament de brume. Il recouvre, peu à peu, sur l'horizon les tours fumantes des distilleries et des forges. Elle vous a confié son amour pour les pauvres. Elle a un extraordinaire amour pour les pauvres. Ici, disait-elle, sur la hauteur, le pâtre vit plus heureux parce que la masse des terres abat le son des cloches industrielles, l'appel à la souffrance quotidienne des troupeaux ouvriers. C'est une âme élue, Philippe, une âme élue. Pourrais-je lui valoir assez de bonheur? Ils s'examinèrent, ils écoutèrent leur silence. Le plateau, dit le commandant. Là, le sol semblait avoir bondi tout à coup hors des plaines brunes de Labour, et avoir entraîné dans ce saut des falaises de craie, d'inaccessibles roches, des touffes de sapins et de bouleaux, des pans de prairies, un bois entier de hêtres, même quelques villages blottis dans des cavités pleines de fougères et d'yeux. Avez-vous connu sa mère? Non, mon commandant, je n'ai pas connu sa mère. Elle est morte si jeune. Philomène lui ressemble d'âme. Sa mère contemplait toujours son idée de Dieu, elle contemple aussi la douleur du monde, le Christ, le même Christ sous ses deux formes, des mystiques. Tenez, voici le plateau qui s'étale par-dessus le pays. La terre est rouge de matière ferrugineuse. Ah. Le fer ne fait-il pas couler le sang, tout rouge, n'empêche. La terre est si rouge que les gens, à force d'IPN, en ont pris la couleur. Oh! Je comprends. Elle vous l'a dit aussi, cette chose, qu'ici les petits enfants portent déjà sur leur corps rouge le blason du métal dispensateur de leur existence. Philippe,
pourquoi cette amertume dans votre voix? Pour rien, commandant, pour rien. Nous arrivons à la contrée des hauts fourneaux, et des corons pleins de peuple, et des donjons flamboyants. Regardez, cela forme un grand cercle étendu selon un périmètre fixe. Sous les canons de la cité octogone dont voici, à ras de terre, les remparts. Il faut de la prudence, Philippe, avec ce peuple de pauvres, car il lui arrive de s'exaspérer. Descendons-nous. Nous nous promènerons devant les petites maisons si closes, où habitent les familles des magistrats, des percepteurs, des fonctionnaires, que sais-je, réveillez-vous, colonel. 40 minutes d'arrêt pour la douane. Nous allons nous dégourdir les jambes, et quoi, fit le colonel. Sommes-nous à la frontière? Peu s'en faut, vous le savez bien, voici la dernière station avant le fort. Diable! Tenez, à gauche, la maison en briques rouges, où l'on aperçoit des primevères dans le petit parterre. C'est la demeure du bourreau. La demeure du bourreau. Il y a beaucoup d'assassins parce qu'on mange peu. Et puis le peuple manque de distraction. Au fait, pense Philippe, si rien n'altère les traits de ma face, ni ne décèle ma douleur à leurs yeux, c'est que je m'exagère ma souffrance. Il faut croire que le malheur ne m'accable pas. Pourtant il y a comme des cailloux sur ma poitrine quand elle se soulève pour le jeu de respirer. Ils vont donc en promenade. Au pinacle de la cathédrale rococo, le symbole divin du supplice, la croix de fer, impose son signe sur des rues étroites et dures où circule la vie de la cité. Elle mène du beffroi roidi dans ses dentelles de pierre aux casernes et aux lupanars, à un théâtre d'architecture attique, à un palais de justice Louis XV, à un hôpital de style empire, à une prison très vaste et très simple, ornée seulement de quelques capucines entretenues, sur une croisée, par la femme du concierge. Il rencontre encore vers la citadelle, des manutentions et des magasins de guerre, des petits soldats imberbes qui, sous leurs longues capotes sanglées, ressemblent à des servantes en cotillon, et des officiers éperonnés, moustachus, ronds comme des œufs, ou bien, fins comme des épis, avec de courtes cravaches à l'aisselle. Large, bien balayé, éclairé de globes électriques, le boulevard traverse la ville entre des bazars somptueux, qui alternent avec des palais pour compagnies d'assurance, sociétés métallurgiques, banques de crédit. Il s'y promène des messieurs évidemment orgueilleux de leurs soucis et des femmes promptes à aimer pour l'avantage de leur bourse ou de leur cœur. Il y court des gaillards chargés de ballots et légèrement ivres. Les étoffes des robes se drapant en harmonie dans les voitures. Le boulevard conduit hors de la ville, jusqu'à la gare. Après, il devient grande route et suit, à peu près parallèlement, la direction de la voie ferrée. Les trains franchissent assez vite la région des hauts fourneaux. On passe entre des ruches humaines, briques brûlées, tuiles rouges, ciment. Le colonel a repris son somme dans le coin de droite. Là, mon commandant, là, dit Philippe, les enfants qui grouillent à terre. On dirait un essaim de mouches sur une ordure. Oh! Philippe, pourquoi parler ainsi des enfants? Le linge que lessive cette vieille hideuse dans le baquet, il se déchire. Quelle mine désolée! En vérité, ce linge s'est déchiré jusque dans mon cœur. Pourquoi donc parler ainsi? Rirez-vous cependant de cette mère si occupée? À la fois, elle allaite du sein, mouche d'une main, gifle de l'autre, gronde de la bouche, berce du pied et rit de l'œil au facteur qui passe. Ces fillettes qui pleurnichent en épluchant des légumes, en tirant l'eau du puits, rirez-vous de leur laideur? Et les adolescentes qui se nouent des rubans sales dans leurs maigres cheveux, Philippe, pourquoi lorgnez-vous le monde avec un verre noir? On ne voit pas de vieillards, mon commandant, dans cette cité de pauvres, non, c'est vrai, on n'en voit pas, mais il y a partout de petits cimetières carrés. 1, 2,
3. On ne voit pas non plus les adultes. Philippe. Il demeure apparemment tout dans la flamme féerique qui ronfle parmi les cris du métal, sous les dômes des usines, les estaminets aussi paraissent pleins de feux de pipe, la douleur s'endort dans l'abrutissement, elle vous a tout dit aussi à vous, Philippe, Philomène vous a tout dit, et voilà que vous reflétez son âme presque autant que la reflète sa petite sœur Francine. Le cornet se détourne. Il regarde au carreau du wagon. Le plateau devient une bande bossuée de roches. Des fougères géantes y croissent. Peu à peu, le sol verdit. Les arbustes se pressant. Des treillis de fer gardant les faisans dans les chasses. Tout le long, afin de les empêcher de sortir, des gamins sifflent. L'air un peu vif a rendu violet leurs visages creux. Un garde les surveille. La forêt va naître. Elle court déjà sur les collines de l'horizon. Cependant, les cris du métal poursuivent la fuite du train. Quand il cesse, on a franchi bien des lieux bordés de bouleaux et de frênes, entrevu bien des clairières où s'attardent les hordes de daims. Et, brusquement, le train débouche des branches. La forêt finit nette. L'express glisse sur la crête d'un roc qui plonge à pic dans une vallée profonde, pleine de villages blanchissant la lisière des futaies. De très près à très loin, se courbe un fleuve dont les eaux frisottent entre les arches fréquentes de ses ponts. Et le roc forme l'éperon du grand plateau rétréci, devenu la pointe défensive de la patrie sur le fleuve frontière. D'ailleurs, les mamelons couvrent les travaux stratégiques du fort. Des coupoles d'acier s'érigeant de la roche. La brique bouche les cavernes. D'arbre en arbre, des fils électriques courent. Par des poternes, les soldats émergent des souterrains. Les ravins sont des cours de caserne où les artilleurs se chamaillent avec des lazis qui montent d'écho en écho. Au bout du roc, il y a un jardin devant une maison blanche, un jet d'eau irisé au-dessus d'une vasque, les filles du colonel-gouverneur parées de robes à pois et qui comptent les primes vernées du matin dans la pelouse. Bonjour, Philippe, disent-elles, et plus bas, nous avons senti votre douleur qui s'approchait. Les soldats attachent des lampions à des mâts le long des chemins de ronde. On hisse des drapeaux pleins de noms de victoire. Les vétérans agacent les singes rapportés d'Asie par les troupes du commandant de Chaclot qui fêtent, ce soir-là, leur succès au pays d'Orient. Le fort contient 1000 animaux singuliers, des chiens dépourvus de tout poil, des bouquetins apprivoisés, des perruches loquaces habiles à réciter les poèmes des barbares. On a construit des trophées avec des armes étranges, des sortes de faux dentelés, des sabres courbes couverts de damasquinures, des cuirasses de fer et de lac. Les lunes et les dragons féeriques des étendards conquis flottent sur les arcs de triomphe en branches de sapin. Les chants patriotiques sonnent dans les cantines pleines de monde, et les papiers peints des lanternes dansent au vent. Chez le colonel, on achève le dessert. Comme la nuit se prépare à luire de tous ses astres, les fenêtres s'ouvrent. Les deux sœurs viennent sur le balcon pour assister au ciel. En bas, on a ouvert les fenêtres aussi dans la salle des invités où dînent les adjudants. Aidés par le vin, ils comptent leurs exploits. Une brave rumeur de gaieté éclate là, pour se propager ensuite par tout le fort, entre les ifs de feu, les lumières tricolores des lanternes, et les lampions des cantines. Plus bas, la musique prélude, et puis les cuivres donnent l'essor au son. Il s'épandant vers le cours du fleuve qui chatoie dans les ombres. Francine et Philomène se sont accoudées. La plus jeune des sœurs retient le commandant par son babil. Philomène murmure vers Philippe, « Puisque je ne saurais avoir de l'amour, puisque nul jamais ne possédera mon âme entière, que vous importe. Hors du monde et hors des hommes, seul ici, parmi ce misérable peuple en livrée de guerre, je me suis créé une vie seconde toute d'idées folles et magnifiques. Je m'y suis retiré pour toujours.
rien ne me touchera plus des choses humaines que superficiellement et selon le décor de l'existence. La gloire du commandant vous a touché? Certainement je l'aime moins que je ne vous aime, oui, moins. Mais lui n'essaiera pas de pénétrer mon âme intime, de posséder au-delà de ce que je lui donnerai de moi. Votre corps, voilà où votre jeunesse se déclare et où elle m'effraie. Qu'est-ce, le corps? Moins que rien. Je ne méconnais cependant pas ma beauté. Je prétends, toutefois, ne pas devenir, pour l'imprudente ardeur de votre âge, un seul instrument de joie. Cela m'outragerait. Laissons, et dites-moi, Philomène. Vous croyez-vous à jamais incapable, soit d'une compassion, soit d'une admiration telle que vous consentiez au sacrifice de votre orgueil intellectuel et à vous absorber en celui-là, par compassion, qui sait? Par admiration, oui. Mais pour que je l'admire jusqu'à l'adorer, quel héros inouï il me faudrait connaître. Simplement celui dont les actes réaliseront le rêve de votre âme. Je ne le chérirai donc que mort. Car quiconque annonce aux hommes une foi nouvelle et agit afin de convertir, quiconque veut offrir, pareil au Christ, l'exemple vivant de la doctrine, celui-là encourt jusqu'à la mort, la haine des hommes. Et il doit tenter le sacrifice pour le sacrifice, ignorant la consolation même de le savoir utile au rachat du monde. Il lui faut aimer le sacrifice en lui-même, sans appât de gloire, pour la seule beauté de mourir inutilement. Mais vous ne comprenez pas, je comprendrai, si vous m'initiez à vous. Le silence des musiques qui cessèrent alors interrompit leurs propos. Dans le calme subit de l'air, on entendit les vantardises des adjudants. Ah! Ah! Nous autres, pendant la campagne de l'Indus, nous mettions nos Asiatiques au bûcher, les pieds en avant, et on les poussait dans le feu à mesure que le bout se consumait. Quel gaillard! Il grimaçait laidement, mais il ne criait pas. Chez nous, dans la Légion, on leur coupait d'abord les tendons du pied avec un canif. En Éthiopie, nous menions nos prisonniers par 20 au fond des grottes. Devant, on allumait du bois vert, et ils éternuaient leur vie dans la fumée. Tu te le rappelles, Firmin? Quand le général nous eut interdit de dépenser la poudre à fusiller les Chinois, on les empilait dans les fosses des rizières et on cassait les têtes à coups de crosse de peur de fausser les baïonnettes. Leurs crânes sortaient en randonnion. Le premier m'a fait de la peine, si jeune, n'est-ce pas, avec de beaux yeux orientaux qui imploraient. Quoi? La guerre, c'est la guerre. On ne pouvait les emmener en avant, ni les laisser derrière la colonne, et puis, quand on entrait dans leur village, trouvons pas, piqués sur des bambous, les têtes des camarades surpris aux avant-postes. Ça ressemblait même aux doubles fils des lampadaires sur les boulevards de la ville. Seulement, les yeux des pauvres diables n'éclairaient plus guère point tout ça, mes vieux bougres, ça ne vaut pas encore le coup du commandant de Chacloa. Dieu de Dieu! Mes enfants, j'y étais, quelle marmelade! Moi-même ai posé la cartouche sous la pile du pont. On les a laissés s'engager, et quand ils y furent en bon nombre, le commandant poussa le bouton de la batterie électrique. Vlan! Le paquet a sauté. On retrouvait des doigts, des nez qui se promenaient tout seuls à plus de 200 mètres, et des yeux collés contre les arbres, entre les morceaux de cervelle et des bouts de nerfs, et ces yeux-là vous regardaient. C'était effrayant, mon cher, effrayant. Du coup, ils battirent en retraite, les survivants. Nous eûmes sans peine leur position, et nous voilà ici, victorieux, le verre à la main. On dresse des arcs de triomphe. Le commandant a eu sa croix. Vive la guerre donc. Quand on en revient, Francine qui tenait en ses mains une touffe de primevère, les laissa soudain tomber, et elle se passa les paumes sur les tempes comme pour dissiper un cauchemar. Sans doute ne vit-elle pas le geste de Monsieur de Chaclot relevant les corolles éparses afin de les lui remettre,
car elle s'enfuit aussitôt, et, avant qu'elle eût gagné la porte, elle s'abattit contre le sol avec des cris affreux, secouée par la convulsion des nerfs. Durant la maladie qui suivit cette crise, la fillette subit des hallucinations sinistres. Elle voyait dans la fièvre se tracer en images tangibles les souvenirs de guerre contés par les adjudants. On dut écarter d'elle tout l'appareil militaire, les uniformes, les armes, les gravures signalant la bravoure historique. Le son lointain du tambour suffisait pour l'évocation sanglante, et c'était une chose horrible. Elle se dressait menue, à garde, les mains ouvertes et tendues pour repousser la hideur du rêve. Oh, disait-elle, que de pauvres vies tranchées. Le fleuve de sang saute les digues. Les têtes roulent comme des boules. Les doigts se crispent sur le sabre qui les coupe. Oh! Les yeux des mourants, les yeux. Les yeux. Les yeux. Le sang monte, monte. Il est à ma bouche, poids. Il m'étrangle, je ne veux pas. Et elle retombait dans des crises. Le mariage de Philomène se trouva retardé par l'état très grave de la petite sœur. Elle ne la quitta plus. Son affection se fit même plus fervente pour l'être que tout maudissait. Le colonel entrait dans de grandes fureurs où il souhaitait la mort de cette triste enfant. Les officiers de son entourage, bien qu'ils affectassent de l'indulgence et de la pitié, parlaient sans aisance de ce délire qui flétrissait leur gloire. D'ailleurs, la légende de la petite prophétesse avait bientôt visité les imaginations des soldats, et ils en causaient tout bas dans les chambrées, avant le couvre-feu. Leur courage allait mollir. Dans les rangs, à 2 reprises, des recrues se révoltèrent contre les commandements, et on murmurait que l'heure viendrait bientôt où les hommes cesseraient d'apprendre l'art de tuer. On fondrait les canons pour fabriquer des charrues. La fraternité universelle ne tarderait plus à s'épanouir. Or, cela était fort grave, parce qu'on redoutait comme prochain l'immense conflit des nations du Nord, attendu et préparé patiemment depuis plus de 30 années. Des signes certains de bataille commençaient à paraître dans le ciel et dans les propos des diplomates. On atteignait au premier jour du printemps, et le printemps paraissait, de l'avis de tous les hommes de guerre, le moment le meilleur pour susciter le massacre mutuel des peuples. On redoublait d'activité dans les arsenaux et sur les polygones. Le colonel craignait que le mauvais esprit de sa troupe ne lui fût imputé par les maréchaux inspecteurs, et, pour détourner du raisonnement les intelligences de ses soldats, il les entraînait sans répit dans des marches et des manœuvres propres à lasser leur force morale sous la fatigue physique, et à les rendre dociles à sa main. Eux, cependant, à courir par les villages et les corons des mineurs, prenaient une peine plus grande. Ils se lamentaient, disant, « En quelle époque barbare, nous vivons encore pour que tant de pauvreté demeure au monde. Nos mères nous enfantant dans le seul but d'un dur labeur, et nous trimons plus que les bêtes, sans avoir, comme les bêtes, le loisir de ne pas penser. Ah! Maudite soit l'heure de brève joie où nos tristes pères jetèrent leurs semences aux flancs de leurs épouses décharnées. De quel droit nous créèrent-ils puisqu'ils ne pouvaient nous léguer que le désir à jamais inassouvi? Et les savants disent que les générations se succèdent dans une voie de progrès, et que l'homme marche à la conquête de Dieu. Les pouvons-nous croire, puisque nous apprenons seulement l'art de nous égorger, alors que toutes nos forces employées à la seule fin d'améliorer notre sort, ne réussiraient que bien petitement. En vérité, elle a raison la jeune prophétesse qui crie par les nuits que nous demeurons barbares comme les loups, et que jamais nous ne tiendrons le bonheur, parce que nous aimons trop le sang. Voilà maintenant qu'on a préparé les tambours et les drapeaux. Il va falloir se ruer sur les pauvres diables des autres nations, sans que nous puissions même comprendre le motif de notre rage. Nos pieds ont déjà été durcis sur les routes, et nos épaules ne sentent plus le poids du havresac. Voyons, ne se lèvera-t-il pas un homme fort, parmi nous, qui proclamerait enfin la révolution de l'amour universel?
Et les petits soldats se poussaient l'un l'autre et ils disaient, toi, toi. Mais nul n'osait prendre la parole. Enfin, le délire de Francine s'atténua. Elle récupéra de la santé et de la raison. Mais quand Monsieur de Châtelot voulut reparler des noces, Philomène lui affirma qu'elle resterait fille. Et il comprit bien qu'elle partageait alors le sentiment de sa sœur, et qu'il lui faisait horreur à cause du sang dont il s'était couvert. Un peu plus tard, il connut que Philomène s'était fiancée à Philippe. Cela ne le surprit point, parce qu'il avait entendu presque de leur conversation, les soirs de Primevère. Le cornet changea de garnison et vint au fort avec un détachement de guides. Depuis lors, Monsieur de Châtelot vécut tristement, car il chérissait Philomène selon la ténacité des dernières passions. La presque certitude qu'il avait eue de l'épouser avait rendu plus inébranlable cet amour de la 40e année. Néanmoins, son âme était noble, il persuada au colonel de marier Philomène et Philippe. Et comme la jeune fille remarquait avec étonnement son entremise, il lui répondit qu'il l'aimait pour elle, non pour lui, et préférait la savoir heureuse au bras d'un autre, plutôt que malheureuse au sien. Cela lui vaudrait infiniment moins de douleur. Quand on sortit de l'église, le cornet dit à sa femme, « Voici que vous vous sacrifiez à moi par compassion. Je tâcherai maintenant de mériter votre admiration. » La guerre survint. Le fort gardait la frontière. On tira de ses coupoles le premier coup de canon. Les troupes de la ville arrivèrent, et puis ce furent les troupeaux d'ouvriers et de paysans qui descendirent des trains. On les revêtit d'uniformes, on leur distribua des armes. Au dehors, les grandes routes se remplirent d'enfants et de mères qui mendiaient. Les jeunes filles se prostituaient presque pour rien. Sur l'horizon, les donjons des usines cessèrent de flamboyer pour la première fois depuis 30 ans. Le boulevard de la ville était plein d'activités parce qu'on avait joué à la baisse des fonds publics, dans les palais des compagnies d'assurance, sociétés métallurgiques et banques de crédit. Les hommes d'argent rachetaient déjà en sous-main les titres de rente afin de les revendre, avec prime, dès l'annonce du premier avantage. Pour obtenir ce premier avantage que les dépêches grossiraient habilement, les maréchaux se hâtaient de réunir des hommes sur ce point de frontière. On les arrachait des mines et des sillons. Les fanfares sonnaient. Les drapeaux claquaient. Les actrices en robe blanche, drapées dans les couleurs nationales, chantaient en plein vent, sur des tréteaux construits à la hâte, l'amour sacré de la patrie. Et les hommes rouges du sol ferrugineux défilaient par masses énormes, remplissant de leur corps l'espace trop étroit des rues. Les administrateurs des compagnies ordonnèrent qu'on défonçât des tonneaux de piquettes pour échauffer l'enthousiasme. Il s'agissait d'enlever ce précieux avantage, de faire prime sur le marché. Les gendarmes pressaient les hordes misérables, une houle de têtes rouges battant les tréteaux ou les actrices en robe blanche, drapées des couleurs nationales, et les cheveux épars par-dessus le marché, vous chantaient sans lassitude, le jour de gloire. Encore quelques heures de train, quelques cahots de wagons, et le troupeau, garni de brandebourgs, de galons, de ferblanteries, coiffé de colbacks, monté sur des chevaux de réquisition, est prêt à conquérir l'avantage, 40 dont un, à la bourse de demain. Les caissons roulent sur le caillou des routes. Les escadrons galopent dans les cris clairs du métal. Les régiments tassent le sol sous les 6000 souliers d'ordonnance. Les officiers caracolent parmi l'éclat de leur maroquinerie neuve, et voici, sur la cime des collines, où se déroulent des nuages bas, les courts éclairs des pièces ennemies. Parmi les lignes, il y a des gaillards qui culbutent soudain, en des grimaces de clowns, ou tombent à genoux, ainsi que des illuminés fanatiques, tout ahuris de voir au-delà. D'autres encore s'étalent comme pour dormir, en s'étirant. Et, quand les colonnes ont passé, quand les lignes se sont étendues, il reste, dans la poussière levée, de bonnes têtes rouges qui toussent leur souffle sur des flaques plus rouges.
La campagne demeure verte et claire au repli du fleuve vif. Les blés couvrent la plaine de leur herbe tendre, et c'est là, dans le creux de la grande vallée, un bon nid d'abondance, aux maisonnettes blanches, aux eaux lumineuses, avec le rebord propice des collines à douce pente. À la tête de 60 cavaliers, Philippe commande un poste d'observation. Il voit les routes se noircir de grouillements humains, l'herbe se fleurir des taches éclatantes que donnent les uniformes, les attelages galoper effrénément par les chemins qui sonnent. Ici et là, d'un coup, la flamme se drape au faîte des métairies. Les lignes d'infanterie s'élargissent à travers les plaines. Elles avancent, courent, se couchent, crépitent et pétillent, se relèvent, courent encore, gagnent les abris, les quittent, laissant, à chaque reposoir, des corps crispés dans la verdure. Autour de lui, il est tant de bruit de fusillade, que l'espace semble frire. Et tout près, les grosses têtes rougeâtres de ces hommes bleuissent, sous les gourmettes polies des colbacks, sous l'apparat viol des pompons. Les bottes tremblent dans les étriers qui cliquettent. Les mains épaissies par les labeurs des forges, épongeant la sueur des fronts. Il se fait dans les groupes de tristes trafics. Les célibataires prennent le premier rang pour ménager la vie plus utile des pères. Va, recule, tu as des enfants. Je n'en ai point, si je crève, tu recueilleras ma vieille mère, entendu, avance. L'adjudant veut rétablir les rangs et il gronde avec d'affreux jurons, laissez, dit Philippe, laissez-les se préparer à la mort comme il leur convient, afin qu'ils ne nous exècrent pas, nous, les bourreaux. Un murmure d'étonnement fait frissonner les épaules des guides, et ils regardent le jeune cornette, dont la face douloureuse s'illumine. Il pense à ce désespoir humain, il souffre. La compassion de son épouse le navrait, parce qu'elle ne peut lui offrir une autre sorte d'amour. Ah! Conquérir son admiration par un grand sacrifice, par la beauté de la mort sans gloire. Un cavalier accourt vers sa troupe. Le capitaine ordonne que le cornet entraîne ses hommes au galop de charge, en se dissimulant dans le chemin creux. Sûrement, il atteindra, de la sorte, cette batterie ennemie qui trotte sans défiance pour prendre position. Le régiment va s'élancer pour le soutenir, les voyez-vous, mon officier? Ils sont à 1 mille à peine. Le bois de mélèze nous dérobe à leurs éclaireurs. Nous les tenons. Pour charger. Au galop. En avant. Philippe sent son cheval bondir avec le commandement. La bête remporte contre sa volonté hésitante. Il voudrait crier, arrière, trêve de meurtre. Mes camarades. La bête l'emporte dans la galopade forcenée du peloton. Elle l'emporte comme la force des choses, la fatalité de la vie, le rythme supérieur qui mène les hommes à la douleur, à la mort, à Dieu. Les talus passent, avec leurs saulées tronçonnées, dont les branches divergent ainsi que des bras ivres. La terre saute sous le fer des chevaux. Les hommes soufflent de peur. On n'arrivera jamais. On arrivera trop tôt. Le talus a cessé, et, devant eux, ce sont 20 pauvres rustres, couverts de boue, pendus aux courroies d'un canon, que l'attelage tire malaisément dans le labour. Des têtes effarées et livides se tournent vers les guides. Des hurlements incompréhensibles s'échangent. Un homme à cheval tire un coup de feu, la flamme semble jaillir de son poing. Le peloton s'enlève dans un élan dernier, et va s'abattre sur les misérables, dont les mains tremblantes ne trouvent plus les gâchettes des carabines. Halte! Philippe a crié, les chevaux fléchissent sous le coup de bride. Et, maintenant, il se trouve stupide dans le relatif silence, ne sachant plus pourquoi il a commandé cette halte, d'autant que les artilleurs le couchent en joue. La paix, crie-t-il encore, et ils continuent dans leur langage. Nous aurions pu vous massacrer. Mais le temps est venu de l'amour. Il ne faut plus se tuer. Il ne faut plus se tuer.
Nous ne voulons plus tuer, nous sommes frères, les pauvres frères humains. La paix? Ne la voulez-vous pas? Prenons la paix. Aimons-nous? Sans doute, les ennemis crurent qu'il annonçait la bonne nouvelle d'une paix réelle, subitement conclue, car ils abaissèrent leurs armes, et puis ce fut un immense éclat de joie. Ils couraient les uns aux autres et ils s'embrassaient. Les guides se mirent à rire aussi, sans savoir. L'adjudant piqué des deux est reparti vers le régiment. Philippe ne parlait plus. Il pressait, entre ses doigts, la touffe de lilas donnée, à son départ, par Francine et Philomène, et il se réjouissait, en songeant qu'ils venaient d'agir selon leurs vœux de bonté. Il allait reprendre ses exhortations à l'amour, lorsqu'il s'aperçut que la troupe ennemie grossissait. Bientôt, ses guides furent enveloppés par les uniformes verts et blancs des artilleurs. Il voulut s'expliquer, mais un vieil officier survint, qui lui arracha son sabre. Il était prisonnier. Par un dimanche, le dimanche qui suivit, au matin, dans le fort, il passa devant la maison du colonel-gouverneur. L'épanouissement des lilas parait les murs d'une neige suspendue. Les sœurs étaient là qui l'attendaient à la grille. Francine fondit en pleurs, mais Philomène lui parut radieuse. Sa beauté grandie s'exaltait. Elle lui jeta une touffe de lilas qu'elle avait contre ses lèvres. Un soldat de l'escorte la ramassa et la lui remit. Il la porta vers sa bouche. On descendit par le chemin de ronde. Philomène l'appela du haut de la terrasse. Pendant qu'il en longeait le mur, elle lui disait « Je t'admire et je t'adore, parce que tu as ouvert l'ère nouvelle de l'amour, et que ton sang va la sancte fire. » Philippe se sentait tout ébloui, en dedans, d'une gloire indicable. Il se plaça de lui-même devant le poteau et il effeuillait les lilas pendant la lecture de l'arrêt de mort. Repris aux mains de l'ennemi, le conseil de guerre le condamnait pour trahison. Vous n'avez rien à ajouter? Non. J'ai préféré mourir à tuer. Me voici prêt à subir le sort. On s'écarta. Une minute, il embrassa du regard l'esplanade, le carré des troupes luisant sous le jeune soleil, et les 12 exécuteurs qui s'avançaient. Au-dessus d'eux, sur la terrasse, Philomène se tenait droite contre le ciel, ses mains en baisers. Et elle lui fut l'ange noir qui ouvre aux âmes la porte de la vie nouvelle. Sans la quitter du regard, le cœur chantant, il commanda le feu. On sait comment l'exemple du cornette Philippe émut les troupes des nations du Nord. Dans les plaines de Wörth, un mois plus tard, les deux armées, au lieu de se combattre, s'embrassèrent. L'ère de barbarie demeure close à jamais. Le Christ est redescendu. Ouvrage du même auteur Il est volonté merveilleuse 3 volumes de l'époque 6 volumes 3 Critique des mœurs 1 volume 4 Princesse byzantines, sous presse, 1 volume. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg ebook Le compte futur astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy.
you may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States,
Check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user,
provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information à bout donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty.
disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial. Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial S goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commercial concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone.
for 40 years, et produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commercial ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commercial ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Paul Adam Lecomte Futur. Il a été tiré, 10 exemplaires sur papier de Hollande à 4 fr 500, vélin blanc à 2 fr Paris Librairie de l'art indépendante Calbe, Firmin Didot, 13, Stock et Savine, éditeur. 11, rue de la Chaussée d'Antin, 11 893 pour Ernest Colby 2-3 ouvrages du même auteur The Full Project Gutenberg licence.